Bonsoir et bienvenue au Théâtre des Cerisiers. Bon, je vous accueille masqué, vous connaissez les circonstances. Faites de pas me voir en entier, vous ne savez pas ce que vous perdez, mais enfin, on n'est pas là pour ça. On est là surtout parce qu'on est accueilli par la compagnie Apsaras. Henri Boniton m'a sollicité, je m'appelle Christian Jacot, m'a sollicité pour un peu animer la soirée, être au service de ce moment particulier de théâtre, parce que d'habitude, on se rencontre en direct. Le théâtre, c'est vivant. Là, ça le sera un peu moins, mais ça le sera tout de même. Je crois que tout a été mis en œuvre pour passer un beau moment de théâtre et surtout ne pas oublier que le théâtre aujourd'hui, un peu meurtri et relégué à la lisière du monde et à la lisière de la vie, que le théâtre existe toujours et est prêt à repartir de plus belle. Et ce soir, on est là pour une pièce qui s'appelle La bouchée à la reine. Alors, elle s'inscrit dans une série de plusieurs spectacles qui ont été joués ces dernières années par Apsaras. Faits divers, hiver comme la saison dans laquelle nous sommes, Au bout du rouleau, Le hasard fait si bien les choses, qui est une petite pièce de petits événements qui sont présentés comme ça les uns derrière les autres. Il y a une logique, il y a toute une thématique qui réunit ces différentes pièces, on en parlera tout à l'heure. Et là, ce soir, vous ne verrez que 25 minutes de bouchée à la reine. Donc, on ne va pas la consommer en entier ce soir, mais je pense qu'on va se mettre en appétit avec ces 25 minutes. Grosso modo, avec la mise en scène qui est prévue, les lumières seront encore plus belles, mieux maîtrisées quand vous pourrez la voir en entier. En tout cas, c'est 25 minutes de cette pièce qui vous seront présentées ce soir au Théâtre du Cerisier. Pour justement dialoguer autour de cette pièce et puis que vous puissiez intervenir durant ce moment un peu particulier, un peu virtualisé, Jérémy, ici présent, attentif devant son écran, va recevoir vos commentaires, vos questions, vos énervements, vos émotions, enfin, très librement, ce que vous pourrez écrire pour nous aider à dialoguer avec les comédiens et vous donner envie d'en voir plus et d'en savoir plus. Et donc, je vous souhaite un beau moment de théâtre et à tout à l'heure. Caissière. C'est pas un métier facile. Je sais. Je l'ai fait. Les clients sont bizarres. Pas sympas en plus. Il y a ceux qui les insultent ou qui racontent leur vie. Parfois, il y en a qui balancent leur sac sur le comptoir parce que ça va pas assez vite. Elles ont pas que ça à faire. Parfois, on rigole. Il y a souvent ce gars bizarre, très grand, toujours avec sa mère. On l'appelle le chat. On dit qu'elle lui donne à manger des boîtes pour chat. Mais c'est pas vrai, on dit ça pour rire. Nous, on s'en fout de ce que les gens achètent. À la fin de la journée, on fait pas attention. Faut aller vite, c'est tout ce qui compte. Et pas se tromper. Ah non, faut pas se tromper parce que sinon... Chers clients, bonjour. Aujourd'hui, nous allons avoir tout un tas de promos à vous proposer, mais avant ça, laissez-moi vous présenter notre équipe. Jean-Marc Coulon. Il dirige le supermarché dans la périphérie de Niort. Il se lève tous les jours à 5h du matin et le premier geste qu'il fait en arrivant est de contrôler le chiffre d'affaires. On a fait un peu moins de 100 000 €, c'est plutôt une bonne journée. Il faut sans cesse innover pour se démarquer. Le magasin est encerclé par la concurrence. Jean-Marc Coulon commence sa journée par motiver ses troupes. Bonjour Yves, ça va? Ça va. Hey, vous allez bien? Comment ça va?
Ces poignées de coude lui permettent d'instaurer un climat de confiance pour le travail. C'est essentiel d'être avec les équipes. Ça me permet de repérer les problèmes. Avec Elodie, la chef du personnel, ils travaillent en symbiose. Nous formons une bonne équipe. Tout à fait, Elodie. Yves? Oh, Yves! Allez! Yves, responsable de la sécurité sur le site. Allez, de l'énergie, du sourire. Le vol à l'étalage, c'est 4 milliards d'euros en France, 2 fois plus que le trafic de drogue. Aujourd'hui, il n'y a plus de profil type, hein. Tout le monde vole, même les petits vieux, hein. Le rythme de vie des caissières est souvent très soutenu, n'est-ce pas, Dolores? Oui, pour une journée d'affilée de 8 heures, nous avons droit à 24 minutes de pause, c'est-à-dire 3 minutes par heure de travail. Quand une cliente nous fait stresser, ça fait du bien d'évacuer, mais en 3 minutes. Bien, m'échappe à Jean-Marc Coulon, et en plus, il a une devise. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, ce que j'aime, c'est me mettre dans le circuit client. Et pour ça, il a une méthode bien à lui. Totem prix. Prêt? Donne le rythme. 3, 4. Il faut que le totem prix soit visible de loin. Et surtout, Un prix, un produit. une force. Il faut que ça pète le feu, que le client ait envie d'acheter le produit. Chers clients, notre équipe vous souhaite une agréable journée. Mais voilà! Et là, c'est la meilleure. Hey, bravo, hein. Bravo à tous. Elle était bien faite, non? Super. Elle était super. Bon, on y va, Yves? Oui, le rideau. Dolores, vous occupez des caisses? Mais bien sûr. Merci Fred, hein. Ça claque, hein. Ces sessions team building font du bien à tout le monde, je crois, hein. Mais ça, c'est la méthode US. Voyez. Ah oui? Ah oui, appris à Boston avec les plus grands. En tout cas, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Et oui, la mise en scène, c'est essentiel dans un supermarché. C'est ça qui va donner envie aux clients d'acheter le produit et surtout... De revenir. Exactement. Bon, écoutez, faut que je vous laisse. Il y en a qui travaillent. En fait, on fait du théâtre. C'est ça. C'est fou, hein. Ça soude les équipes. Je voulais savoir, le théâtre, c'est votre vrai métier à vous? Oui, oui, bien sûr. C'est courageux, ça. C'est pas courageux, c'est une passion. Ah, la passion. Bon, je compte sur vous pour l'animation One Touch, samedi? Oui. On est d'accord. Ça va, Dolores? Qu'est-ce qui se passe? Yves, on m'a mise à pied. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Hier, ma caisse a disparu, 450 €. Ah, 450 €? Non mais ça va pas du tout, ça. Elle est où la caisse? Qu'est-ce que t'as fait? Mais Yves, tu me connais. Évidemment que c'est pas moi, on m'accuse, mais c'est pas moi. On m'a volé ma caisse, 450 €. Et qui ça peut bien être? Mais c'est toi les vigiles. Tu devrais les savoir. Eh oh, c'est bon, hein, j'ai pas un œil de lynx, hein. Et tu crois que le type qui a fait ça, il attendait tranquillement que je passe devant lui, non? Bon, moi, je sais. Bon, vas-y, mais attention, hein, on n'accuse pas sans preuve. Les preuves. Yves, tu sais bien que c'est Tina. J'en sais rien, moi j'étais pas là, j'ai pas vu. Vas-y, raconte. Bon, à la fin de ma journée, je suis allée aux toilettes. Le temps de fermer la porte, j'ai entendu quelqu'un qui fouillait dans mon sac. Mais c'est elle, je suis sûre, et c'est pas la première fois que ça arrive. Mais Elodie, elle prend toujours sa défense. Comment tu peux dire ça? Tu l'as vu? Tu l'as vu faire? Non. Mais j'ai entendu quelqu'un sortir de l'autre toilette. Mais c'est pas une preuve. Mais tu vois, Elodie me croit pas non plus. Tu sais, Elodie, elle est très sympa. Mais si elle peut te coincer, elle le fait. Si c'était un prétexte, Un prétexte. De quoi? je sais pas, t'as quel âge? 53, pourquoi? Mais tu vois bien, avec l'évolution du métier, les caissières, bientôt, on n'en aura plus besoin. J'ai entendu Coulon en parler. Tu sais, avec les caisses automatiques, vous allez tous vous faire virer. Hein. Mais non, Yves, qu'est-ce que tu racontes? On m'a volé ma caisse, c'est tout. C'est une faute professionnelle, ça. Et avec une faute professionnelle, ils peuvent te virer maintenant. Une caisse automatique, ça fait pas de faute et puis ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Mais viré à 53 ans. Je sais. Bon, écoute. On va gérer ça. Je m'en occupe. Toi, tu vas voir le syndicat et moi, je vais visionner les banques. Ok? On va pas se laisser faire. Le syndicat. Allez. Vous l'aurez dans 15 jours. Pas avant. Ah non, ça m'arrange pas, non. Bon, alors, ok.
Mais dans ce cas-là, je reviens à ma première idée. Je la veux en rouge vif. Ah non! Non, non, c'est moi le client, je paye, je fais ce qui me plaît. Hein. Voilà. Voilà, on fait comme ça. Oui, monsieur Coulon, j'ai quelque chose à vous demander. D'accord, je compte sur vous. Allez, au revoir. Je vous écoute, Élodie. Vous avez changé les plannings sans me prévenir. Moi, j'ai quelque chose de prévu le samedi. Élodie, on s'affole pas. Hein. On verra ça plus tard, il n'y a pas de feu. Bon, la formation, hier, ça a été? Ah oui, très intéressant. Ça vous a plu? Oui, franchement, la présentation foie gras saumon, c'était bien. Vous avez appris des choses? Ah oui, pas mal de choses, oui. À renouveler alors. Oui, je pense. Bon. Vous savez ce que c'est la liberté, Élodie? La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ouais, si vous voulez. Non, la liberté, c'est surtout faire ce qu'on veut, non? Oui, dans une certaine mesure. Ah non, non, non. La vérité, c'est que votre intérêt, c'est pas le mien. Chacun fait ses choix. C'est ça la liberté. Oui, encore faut-il avoir des choix, parce que sinon... Attention, Élodie, hein. La vie, c'est à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Tenez, moi, par exemple, je me suis fait tout seul. Je sais pas si vous êtes au courant. Je viens de la campagne, à la base. Vous saviez pas, ça? Ah. Ah. Non, Ouais. attendez. Tu m'en mets 2 palettes. On verra ça plus tard. Hein. Ouais. Et tu sais quoi? Je vais l'avoir en rouge vif. Non, l'autre, il voulait me la refiler en rouge bordeaux. Ouais, je lui ai dit, hey, je suis libre de choisir la couleur que je veux quand même, non? Et alors? Claude, marche. Allez, alors. Alors, alors. Donc, 10 boîtes. Moi? À 9 €. Ça nous fait. À 90 centimes, ça nous fait 9 €. 9 €. Plus les feuilletés à 1 €, ça nous fait 10 €. 10 €. 1 ou 2 boîtes par jour, ça nous fait 10 jours. 10 jours. Ouais. Si on multiplie par 3, ça nous fait 30 jours. 30 € pour bouffer. Ouais. Ah, qui dit mieux? Et les bières? Les bières. Comment tu veux que je fasse avec ce que je touche? Je dis pas, mais tous les jours, des boîtes. Tu oublies les feuilletés, hein? Ouais. Hein? Quand c'est cuisiné, c'est meilleur, tu l'as dit l'autre jour. La terrine au poisson. Elle était pas mauvaise. Qualité boulette. J'aime pas les boulettes. Oh. Allez, elle est pas à côté de notre maison. Marche. Et c'est pas une maison. Mais si, c'est une maison. Marche. Des planches, des cartons et du plastique. Il est plus malheureux que nous. Allez, Eh ben, marche. je vois pas qui. J'ai soif. Non, écoute, tu boiras à la maison. L'autre jour, on a 2 heures pour rentrer. Allez, marche. Marche. C'est pas une maison.
si, c'est une maison. Ah, cher ami, excusez-moi, hein. Un mariage. Au dernier moment, la mariée s'est rétractée. Oh, il a échappé belle. Bon, passons. Je suis content de vous voir, hein. Ah bah vous m'envoyez ravi, moi de même. Je crois que nos affaires sont en train de s'arranger. Expliquez-moi ça. Mais j'ai discuté avec le propriétaire. Je lui ai fait valoir les avantages qu'il avait à traiter avec vous. Il a tout de suite compris, hein. Je n'ai même pas eu besoin de lui parler de mon droit de préemption. Du coup, la vente avec les gitans a été stoppée net. À présent, c'est à vous d'écrire la suite. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle ça, monsieur le maire. Je vous crois, hein. Vous lui avez donné des garanties? Officiellement, personne ne sait rien. Mais il va falloir vous montrer généreux. Hein. Faut pas me faire faux bon, parce que sur ce coup-là... Oui, le problème c'est que les terrains sont pas constructibles. Hein. Les gitans avec leurs roulottes, ça va, ça vient. Mais pour moi, il va falloir changer le PLU. Ah, ça, mon cher ami, ça se fait pas comme ça. Je me mouille jusqu'au cou, une chose après l'autre. Au vu de l'investissement, il va falloir faire des efforts. Hein. Enfin, c'est tout de même abusif. Vous croyez pas que j'achète un terrain sans avoir la certitude que le PLU va changer? Je vous dis que je vais faire ce qu'il faut. Laissez-moi un peu de temps. En matière de taxes, vous y retrouvez. Hein. Et je vous préviens, hein, faudra pas me compter cette extension en plus. Vous voulez pas que je vous fasse le gazon aussi? C'est donnant-donnant. Enfin, regardez les choses en face. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dès que le PLU est modifié, je double la surface commerciale. Je double les emplois. Avec le foncier qui augmente, vous investissez dans la commune. Ça fait quand même un sacré bonus à mettre dans les prochaines élections, ça, non? Vous avez raison. Mais je ne peux pas agir dans l'urgence. Ça paraît très suspect. Un peu de prudence. Bon. Je vous laisse 2 mois. Et si vous êtes dans les temps, je vous fais cadeau des ronds-points. Les ronds-points? Je les prends à ma charge. Les 3. Même celui qui mène à la station-service. Les 3. Avec des statues. Si vous voulez. Vous connaissez ma nièce? Elle est sculptrice. Elle fait des choses étonnantes. Hein. Vous aimez l'art, vous? Bien sûr. C'est important, l'art. Hein. Ça fait plaisir à voir. Vous êtes un rude négociateur, hein, monsieur le maire. Vous voulez tout. C'est que je pense d'abord à mes concitoyens. Et pour mon PLU? Je m'en occupe. J'ai la moitié du conseil municipal dans ma poche. L'autre suivra comme une lettre à la poste. Il y a quand même des écolos dans le coin, non? Bon, ils peuvent gueuler, mais ils n'ont pas voix au chapitre. De toute façon, on n'arriverait à rien dans ce pays si il fallait écouter tout le monde. Bon. Quant aux paysans, je les connais. Une petite enveloppe sous la toile cirée et c'est dans la poche. Ça, je ne veux rien savoir. Hein. Vous vous débrouillez. Allez, bonne journée, monsieur le maire. Allez, à bientôt. Écoute, Nat, je suis pas sûre de pouvoir venir, les plannings ont changé. Non, c'est pas ma faute, on a eu un licenciement et une mise à pied. Quoi? Non, à Noël, ça n'a rien à voir, ma voiture était tombée en panne, vous étiez au chaud. Non, t'as nu rien du tout. Non, Nat, pleure pas. Écoute, je vais m'arranger. D'accord, je t'ai jamais laissé tomber. Voilà. Allez, tu seras la reine du jour. The queen of the day, baby. Ok. Allez, je t'embrasse. Bisous. Yves. Bonjour, monsieur Coulon.
Je me demandais, Yves. On n'a jamais eu le temps de parler vraiment. Vous êtes d'où? Ouais, j'aime bien connaître les gens avec qui je bosse. Après tout, on est tous dans le même bateau. Hein. Région parisienne. Ah oui. Mais au départ? Gennevilliers. Ah. Vous êtes là depuis longtemps? C'est-à-dire que je suis né ici. Ah non, mais je veux dire dans la boîte. Oui, d'accord. Ok. Non, ça fait 2 ans. Pourquoi? Oh, simple curiosité. Sur le site, ça va, tout se passe bien? Oui. Vous vous entendez bien, il n'y a pas d'accro? Non, ça va. Bravo hein, pour l'affaire Tina. Ah, merci. Vous avez bien géré la situation. J'ai juste fait mon boulot. Hein. Vous la connaissiez bien, cette fille? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai juste fait mon boulot. Hein. Elle a volé, je l'ai chopé. Après, le reste, c'est vraiment pas mon. Ah, mais mon on vous problème, reproche quoi. rien, on vous reproche rien. Non, parce qu'après, vous me posez des questions. C'est comme si moi, je vous demandais d'où vous veniez, quoi. Ah ben, je vous répondrai avec franchise. Près de Lons-le-Saunier, dans le Jura, en pleine Cambrousse. Je connais pas. Vous voyez, il faut pas s'énerver. Non, je m'énerve pas. C'est juste que je veux pas qu'on m'embête avec cette histoire de Tina, tout ça, parce que bon, moi, j'ai juste fait mon. J'ai bien compris, Yves, je vous en parlerai plus. Regardez, changeons de sujet. Je vais faire une petite acquisition. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, elle sera pas comme ça, hein, je l'avais en rouge vif. Elle est neuve. Presque, j'ai quand même fait un petit crédit. Hein. Et les jantes chromées, ça en jette, hein. Allez. Et Yves, je voulais vous demander, vous faites le parking aussi? Bien sûr. Vous jetterez un petit coup d'œil. Hein. Bien sûr. Allez, Je m'en occupe. bonne journée. Bonne journée. Tiens. Oh là là, On a un goût, hein? Ouais. Je préfère les pâtés. C'est pour les chats, hein? Arrête avec ça, tu sais que c'est pas vrai. Pourquoi les autres, ils m'appellent le chat tout le temps, hein? Les autres, ils savent pas, ils voient que ce qu'ils voient. Je suis pas un chat! Hum. Ouais. Passe-moi la boîte, je l'ai vu même. Je mange après. J'ai envie d'une clope, passe-moi une clope. Tu me feras tirer, maman? Mais non. C'est pas bon pour tes poumons, c'est le docteur qui l'a dit. Docteur. Il a fait des études, lui. Des belles. Si j'avais eu capacité, j'aurais fait des études, hein? Des juges.
Franchement, la femme de ma vie, on va la trouver. Oui. On va la trouver. Oui. Ah. Au château. La fille de la reine. Non, arrête. Non, mais... J'ose pas. Comment on fait pour rentrer au château? On s'habille. Ah ouais. Hein, tout propre. On va devant la porte. Ouais. Ouais. Boum, boum. Et là, on demande la fille de la reine. Ah, non, non. Et on va dans les grands salons. Ah ouais, un grand salon. Et on fait la genouillement. Ah ouais. Et là, tu demandes ta fiancée. Moi? Ah, Non, j'ose pas. monsieur. Mais non, j'ose pas. Monsieur. Non, j'ose pas. Je Faux. dis... J'y demande pas. Voilà. Ben, une femme, c'est à toi de la demander, sinon elle veut pas. J'y demande pas, j'ai du mal. Mais c'est toi qui veux une femme, c'est pas moi, alors c'est à toi de la demander. Eh, j'y demande pas. Hein? T'as qu'à demander un peu, toi, pour voir. Bon. Je demande un peu. Ah. Mais après, tu continues, hein. Ah. Et après? Et après, tu t'es marié avec elle. Et après? Et après, tu vis avec elle. Où? Ici? Mais non. Une fille de la reine, c'est une reine. Ah. Et un jour, toi, tu seras le roi. Alors tu vivras au château. Le roi? Eh, mais ça veut dire qu'on peut manger ce qu'on veut, ça? Tout ce qu'on veut. Du poulet, des frites, là. Du poisson à la crème. Oh. De quenelle. Non. Du vol au vent. Oh, le vent. Du feuilleté. Du bon feuilleté. Maman, t'habites ici avec nous? Oh non. J'habite dans la maison, là. À côté du château. Où? Là. Regarde. Les fenêtres. Le doigt pointu. La cheminée. Maman, tu viens me voir? Mais non, faut pas que je dérange. Maman, la fille de la reine, elle s'appelle comment? Comme tu veux, mon chéri. Tina? C'est tu veux. Et ben voilà, 25 minutes de bouche à la reine, donc il en reste pour la prochaine fois. Même comme la compagnie Apsalas est très généreuse, donc il y aura une nouvelle bouche à la reine complète. Et j'espère que ça vous a donné envie de savoir si éventuellement Claude allait devenir roi et manger ce qu'il veut. Et puis pourquoi d'abord on parle de bouche à la reine, puisque finalement on ne le sait pas encore vraiment aujourd'hui. C'est pour parler un peu de tout ça que les comédiens nous rejoignent. Et à partir de maintenant, évidemment, on compte sur vos réactions, vos questions, vos enthousiasmes, puisque Jérémy va nous transmettre tout ça et on va répondre à vos questions et reparler de cette pièce ensemble
pendant une petite demi-heure. Bon, et tout le monde est revenu. Tout le monde se relaxe un petit peu. Ah, mais il manquait l'animateur principal, oui. Frédéric, surtout, bon, qui a d'autres fonctions de temps en temps. Bien sûr. Et puis, le rêveur aussi, Claude et sa mère, sont quand même les seuls vraiment qui rêvent dans cette pièce. C'est vrai. À différents endroits, quand même. C'est pas tout à fait les mêmes parcours, mais... Est-ce que ça voudrait dire que plus on est tombé bas, plus on peut se permettre de monter très haut? Dans l'imaginaire, ouais, à la rigueur. Ouais. Ouais. Dans l'imaginaire. Mais c'est Claude et Agnès. Enfin, comment vous l'avez perçu, vous, votre rôle? L'un ne va pas sans l'autre, on est bien d'accord. Voilà, c'est la seule façon, pour moi, c'est la seule façon qu'il y a cette femme de faire vivre son fils des trucs heureux. Ouais. Donc, alors, comment il est né, ce texte? C'est Henri, tout seul, qui s'est mis à son bureau et qui a écrit cette bouchée à la reine? Oui, au départ, c'est l'idée. En fait, je ne sais pas trop pourquoi, mais... Enfin, si, parce qu'il y avait toute une problématique qui était inhérente au couple. Donc, c'est un sujet qui m'a passionné pendant des années, qui continue encore de m'interroger beaucoup, d'ailleurs. La matière, hein, de toute façon. Oui, il y a matière, hein, vraiment, c'est dans tous les sens. Hein, bon. Alors, j'avais évoqué donc, plusieurs sujets à travers le couple, et la finalité du couple, c'était la problématique que le père était absent. Et donc, la mère se retrouvait seule avec son enfant en train de l'élever, et il se trouve que cet enfant... je trouve que c'est un personnage de théâtre récurrent depuis l'Antiquité. C'est le naïf, en fait. C'est celui qui est laissé pour compte, mais qui a peut-être justement une ouverture sur le monde imaginaire. On va le retrouver dans toute la théâtralité, ou même dans la peinture, quand on voit les peintres de Watteau, par exemple. Ce naïf dont on se moque, en fait, mais qui est celui qui détient la part de joie, peut-être et surtout qu'aujourd'hui, en plus... Le naïf est extrêmement malmené dans notre société d'aujourd'hui. Les naïfs n'ont presque plus le droit d'exister. Et donc c'était en fait, cette inspiration m'est venue de ce couple et donc et de travailler sur la précarité. Et puis quand j'ai proposé ce texte à l'ensemble de cette équipe, je me suis dit qu'il fallait trouver un contrepoint. Donc là, vous y étiez tous, là. Voilà, là on tous les gens qui sont là. Et puis, eh bien, le contrepoint de la précarité, c'est la surconsommation, et c'était le supermarché. Et c'est cette thématique que j'ai proposée à cette joyeuse équipe, qui sont rentrés avec beaucoup d'enthousiasme et de créativité. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça une création collective, parce que chacun a amené sa touche dans l'écriture. Alors, ça prend combien de temps, une fois qu'on a l'idée, une base de texte Là, on a commencé il y a 1 an, en fait. Donc, à raison de 3-4 jours par mois, pas des fois. Bon, avec le confinement, on a été arrêté, mais sinon, ça s'est étalé tout au long de l'année. Voilà. Alors, plusieurs d'entre vous jouent 2 rôles, au moins. Par exemple, Yves, le maire, comment on passe de l'un à l'autre? C'est un travail particulier, finalement c'est le boulot de comédien, on doit savoir s'adapter. Non, mais après c'est ça, c'est le boulot du comédien de savoir switcher d'un personnage à l'autre. Après, il y a des choses qui aident, hein, techniquement. Le maire, il a une prestance, il a une corporalité qui est très différente d'Yves, et puis c'est des personnalités qui sont très différentes. On a un Yves qui est vigile, mais bon, on l'a peut-être pas entendu là, mais qui aurait pu faire autre chose dans sa vie, hein, autre que d'être vigile, qui a quand même un background, qui a quand même des diplômes, mais bon, il se retrouve, il faut bien survivre, donc il se retrouve à faire ce métier de vigile. Et puis de l'autre côté, on a un maire qui n'a pas les mêmes problématiques, quoi. Clairement, hein, pour rester là. Henri, tu parlais des personnages qui étaient laissés pour compte par rapport à la précarité. J'ai une question de Hélène qui nous demande laissé pour compte sauf par sa mère. Donc au niveau de la thématique de la famille, je pense qu'on pourrait rejoindre ça par rapport à la question, sauf par sa mère. Oui, c'est un fait. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas des chiffres, mais peut-être statistiquement, ça serait intéressant de savoir quand la part abandonnique du père dans le foyer, visiblement, je crois que c'est quelque chose qui est
c'est assez récurrent dans nos sociétés contemporaines, surtout quand on est dans la précarité. Et donc forcément, je ne sais pas. Avec un enfant un peu particulier, un enfant qui a un problème. Oui, mais en même temps, on sent cette complicité, alors qu'avec les autres personnages, alors je pense Élodie, qui est une femme attachante, mais on voit qu'elle espère qu'elle va arriver au summum, quoi. Pas directrice, mais au moins directrice adjointe, quoi. Hein. On sent qu'elle en veut. Elle en veut, et alors ce personnage, comment tu l'appréhendes parce que c'est une modeste aussi. Elle part de bas, quoi. Au départ, Élodie, elle était... au fur et à mesure des résidences, en fait, elle a gagné aussi en galon. Ouais. Au départ, Élodie était, comme Dolores, était simplement hôtesse de caissière. Et au fur et à mesure, avec les accidents de Dolores, de Tina, on a voulu raconter plusieurs couches, en fait. Tu l'aimes bien, Élodie? Alors j'ai appris à l'apprécier, mais elle a été... elle a les dents longues, on va dire. Ouais. Mais elle veut s'en sortir, quoi. Ouais. Elle veut avancer. Et alors, le directeur, lui, c'est un modeste aussi. Enfin, il vient de la ruralité profonde, dans le Saunier, dans le Jura. Bon, c'est mes origines, un peu, à moi aussi. Ça se sent encore, ma ruralité profonde. Alors, comment on appréhende ce personnage? Parce qu'il peut être purement antipathique. Mais pareil, il a les mêmes excuses que les autres, quoi. Je veux dire, il veut faire son chemin, il a une notion un peu particulière de la liberté, très néolibérale en tout cas. Voilà, ouais, pour lui, c'est la réussite, quoi. Ce qui compte, c'est voilà, et puis les signes extérieurs de richesse. Est-ce qu'on a envie de le rendre sympathique quand on le joue, justement? C'est ça qui m'intéresse, moi. Quand on est acteur, comment on... Oui, ce serait pas intéressant. Est-ce que tu as le sentiment de jouer un cynique, un mauvais, ou quelqu'un qui a plus de facettes qu'il faut rendre, quoi, qu'il faut... Alors, déjà, c'est toujours hyper agréable de jouer des cyniques ou des mauvais ou des méchants. Hein. Ça, faut pas se le cacher. Hein. C'est vraiment bien, super. Quoi. Mais après, c'est intéressant aussi de leur donner d'autres touches. Ouais. Là, on le voit pas encore, mais dans la suite de la pièce, il va lui arriver des trucs aussi, lui. Il va perdre un peu de sa superbe. Donc voilà, c'est plus intéressant de donner d'autres facettes aussi. C'est pas juste un gros con, quoi. Enfin. Moi, je n'étais pas convaincu, mais vous êtes tous un peu responsables de cette affaire si vous allez travailler ensemble. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Il faut être responsable quand on travaille en équipe. Oui, mais on l'aime tous un peu, monsieur Coulon. Mais oui, c'est ça. Mais est-ce que dans votre façon de jouer, le fait d'avoir été impliqué dans l'écriture du texte, des rôles, ça modifie quelque chose, ça apporte, ça gêne, ça... Qui veut répondre? Je pense que ça nous permet aussi de bien maîtriser, même à l'intérieur de nos jeux, les rapports et les objectifs que l'on a avec chacun des personnages. Parce qu'à force de retravailler les parcours et les backgrounds de tous les personnages, on se rend compte qu'il y a plein de ficelles à tirer. Tu te retrouves devant un orgue avec des tirettes, un pédalier, trois claviers, et tu arrives à jongler à tout ça, ça offre bien plus de possibilités à travailler à plusieurs et d'approfondir à chaque fois. Le gros du travail, pendant les résidences des 3 jours, ça a été de s'asseoir, de faire une chronologie et de réfléchir comment ces personnages se rencontrent et comment tout ça s'emboîte. Et on réécrivait, et à force de réécrire, il y a des choses qui nous paraissent de plus en plus évidentes. Ça, c'est l'avantage, je pense, quand on est comédien et comédienne et qu'on est dans un travail d'écriture collective. C'est l'avantage parce que on s'entraide, en fait, sur le plateau. Et après, je pense que la difficulté, c'est de pouvoir sortir les personnages de la couleur dans laquelle on les a placés, de façon à ne pas faire de l'angélisme ou faire quelque chose de trop caricatural. Et ça, j'avoue que c'est assez compliqué, mais grâce à... En creusant leur parcours de vie à chacun, on s'aperçoit à un moment donné quelles sont leurs failles, quels sont leurs désirs, leurs aspirations. Et là, moi, ça me ramène un petit peu aux autres pièces, c'est-à-dire que chacun de nous, on est pris dans des faisceaux et on fait du mieux qu'on peut. Et des fois, on a des choix à faire, des fois, on choisit notre intérêt au profit de l'intérêt collectif. Pour quelles raisons? Elles sont multiples et diverses. On ne pourrait pas tout détailler, mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans la peinture de l'âme humaine, en fait.
de grands auteurs s'y sont essayés. J'ai pas la prétention de me mettre à ce niveau-là, mais je trouve intéressant de pouvoir le mettre sur le plateau avec un langage qui soit et des situations qui soient le plus concrètes possible pour que cette matière théâtrale aussi puisse être vue par un large public, et notamment le public que nous avons dans notre quartier. Parce qu'en fait, puisque ça a évoqué, les pièces que j'ai citées tout à l'heure, Faits divers, Au bout du rouleau, etc., c'est une série de pièces, mais qui ont une finalité, qui veulent relever un défi particulier. C'est pas simplement une thématique, c'est aussi, je dirais, une accessibilité au théâtre. Enfin, ça vise des publics. Alors, est-ce qu'on peut un peu évoquer cette démarche cassée par la Covid, comme on dit? Voilà. Mais c'est une démarche qui peut devenir elle-même virale. Elle n'est pas obligée de rester dans cet état. Bah oui, c'est-à-dire qu'on a souhaité créer autour de ces spectacles, tirer des fils de ce qu'on appelle des médiations, pour pouvoir avoir des actions en direction de publics qui soient éloignés justement de la culture ou des lieux de théâtre, et pour pouvoir ainsi évoquer des thématiques qui vont leur parler, pour pouvoir qu'eux s'expriment et ensuite pouvoir les amener au théâtre. Donc c'était une opération qu'on avait assez bien réussi, on va dire, l'année précédente, avec l'autre spectacle, et malheureusement, effectivement, comme tu le disais, la Covid nous a un peu freiné dans notre élan. Parce qu'on avait, évidemment, avec ce genre de spectacle, énormément de thématiques, notamment la consommation, la nourriture, la précarité, le travail, le monde du travail, tous ces sujets-là qui pouvaient être tissés. En fait. Et une question, je t'interromps du coup, parce qu'effectivement, en fait, la pièce, elle est faite pour aller dans un projet de médiation. Et ça, on voulait en parler. Est-ce que tu peux expliquer dans quel cadre c'est fait, qu'est-ce qu'on fait de cette pièce par rapport au projet de médiation? Alors donc le projet s'appelait La famille dans tout, il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, La famille dans tous ses états. Donc c'est un titre très vaste qui nous permettait justement de pouvoir entrer, avoir plein de niveaux d'entrée, et puis et de pouvoir justement, ce que je viens de dire, c'est-à-dire tisser des actions, proposer des actions pour amener aller vers le public et pouvoir lui proposer un type de réflexion autour de sujets certainement qu'il connaît, qui peut s'exprimer, et ensuite l'amener au théâtre, et peut-être aussi pouvoir récupérer sa matière pour pouvoir faire aussi un objet de présentation futur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui était dans les tuyaux. On ne sait pas trop, en fonction des annonces qui vont être faites demain, de savoir comment on va pouvoir continuer ces actions. Il faudra peut-être prolonger les tuyaux, mais enfin, c'est un autre spectacle. Puisqu'on parle des circonstances, je demande un peu aux acteurs. Voilà, le théâtre, c'est le contact avec le public, on sent les gens respirer, il y a ceux qui éternuent, etc. Puis là, tout d'un coup, on est dans du virtuel. Alors, ça change quoi? Comment vous le vivez? Et vous avez joué quand même, très bien, magnifiquement. Donc, est-ce que vous pouvez donner un peu votre sentiment sur le fait de jouer dans ces circonstances? Après, on pourra parler sur la situation du théâtre et de la culture, mais d'abord, vous l'appréhendez comment? Vous l'abordez comment? Allez, monsieur le directeur du magasin, oui. Oui, parce que le magasin, c'est un peu un metteur en scène, un directeur de magasin. Enfin, il a une aide technique, là, Frédéric, qui est le plus grand acteur de théâtre et de cinéma, surtout quand il passe devant les caméras de sécurité. Là. Bon, je ne sais pas si ça change grand-chose de jouer devant des caméras ou devant... Ah si, ça change tout, moi je trouve. Ben voilà, tu vois. Voilà. Oui, mais vas-y. Je savais qu'il y avait une matière à débat. Non, mais c'est étrange parce que t'as une, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une écoute un peu plus affinée, ou alors une concentration, une appréhension un peu plus cadenassée, je sais pas comment dire. Mais en vrai, tu rentres là et c'est la même chose qui se passe. Non? Moi je suis pas d'accord, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas la même chose du tout. Tu peux sortir. Et je dirais même le contraire. Pour moi, par exemple, ça ne change pas tellement que ça. L'effet de jouer, par contre, c'est l'effet de regarder du théâtre derrière une caméra. Moi, si je ne vois pas la transpiration du comédien, l'effet qu'il respire là, moi, je sais que c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse du théâtre la première fois, toute petite que je suis allée. Je sais, mais... c'est les gouttes vraies qui tombent, enfin c'est sa respiration, il est là. Pour moi, jouer là,
on était comme dans un cocon de répétition, finalement. Oui, voilà, mais c'est pas une représentation. C'est pas le vrai moment du spectacle. C'est pas la rencontre qui se passe quand il y a un public et que nous aussi on les voit. C'est vrai. Voilà, c'est pas pareil. En tant qu'acteur de théâtre, comment vous vivez du coup la situation? C'est une question qui est posée. Voilà, je crois qu'il y a autant de situations que de comédiens et de comédiennes, peut-être. Enfin, on peut répéter, le seul truc qui nous manque, c'est le contact avec le public, quoi. Hein. C'est-à-dire l'aboutissement du travail de comédien, c'est quand même être en contact avec l'autre. Donc on peut passer notre vie à répéter, c'est super. Mais à un moment donné, voilà, être comédien, voilà. Mais c'est ça. Non, c'est vrai. Ça devient du bégaiement quand on passe sa vie à répéter. Voilà. Mais par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, comme ça s'inscrit dans un travail un peu de stratégie, de pédagogie pour l'accès au théâtre. Est-ce qu'en fait, l'écran, l'audiovisuel, c'est pas quelque chose qu'on doit intégrer un peu aussi si on veut toucher des publics nouveaux? Ou des publics moins habitués à venir dans des salles, à venir... Pour appuyer le théâtre filmé, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Quand on voit les captations qu'il y a eu dans les années 60, là, le fameux Don Juan. Moi, je me souviens avoir vu, quand j'étais tout petit, parce que je suis plus vieux que vous, Louis Seigné dans Le Bourgeois Gentilhomme, qui était un film extraordinaire. C'est vrai que c'était un accès, enfin, c'était du théâtre filmé, c'était pas la télé, c'était sur des grands écrans. Ça change aussi les choses, hein, que ce soit du cinéma plutôt que de l'écran télé, quoi, c'est vrai. Élodie, qu'est-ce qu'elle pense sur ce sujet? Ève. Oui, c'est Ève, je reste dans une question. Non, le contact. Le contact humain, voilà. C'est deux formes différentes. Ouais. Il y a une question dans le public, s'il vous plaît. Ah, qui a une question? Arlène, non, c'est pas toi? Ah, je croyais. Bravo, ça vaut le coup. Ça fait une diversion. Alors, il y a d'autres questions, Jérémy? Une foule, alors, une qui est arrivée il y a longtemps, j'ai pas pu le placer, c'est le côté supermarché face aux naïfs et aux laissés pour compte. La question c'est comment faire dans la pièce pour que le concept de naïf soit plus clair. Ah, donc ça veut dire que ça ne l'était pas. Ah bah du coup, voilà, ça c'est ma faute. Le laisser pour compte, je pense qu'il y était, mais la question ça va être plus par rapport à la naïveté. Ben, c'est peut-être, là encore, on est encore au stade de répétition, et puis c'est ce qu'on cherche avec Henri quand on parle de ce personnage, c'est qu'à la fois c'est un enfant, à la fois il a un corps d'adulte, il a de la barbe, il boit de la bière, donc il n'a pas une voix d'enfant, mais à la fois il a sa petite araignée au plafond qui le détraque un peu. Alors c'est assez bancal encore, tu vois, c'est assez bancal. Donc il faut... ce côté candide là, il faut le trouver par ces filtres-là d'enfance, et peut-être que ça paraîtra un peu plus sur la suite d'ailleurs de ce qui lui arrive après. Dans la longueur des événements, c'est vrai que là on regarde une pièce, un morceau de pièce. C'est vrai que voilà. On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses, il y a des réponses plus loin. Y compris sur le titre d'ailleurs. Oui, puisqu'après on va, y compris sur le titre, on va avoir toutes les histoires qu'on a esquissées qui vont se dénouer au fur et à mesure l'histoire de chacun. C'est vrai que ce naïf, c'est un peu un naïf. C'est quand même un naïf un peu râleur, mais assez heureux. Enfin, heureux avec sa mère. Heureux, il conteste pas trop. Il fait penser un peu au ravi de la crèche provençale, quoi. C'est un peu le ravi aussi. Hein. Il y a le côté. Et c'est vrai que ça s'éclaire et ça se renforce un peu plus loin. Quoi. Voilà. Grâce à elle. Oui. Grâce à elle. Grâce à la maman. Oui, puis après c'est très compliqué de jouer. Quelqu'un qui serait vraiment handicapé, on tomberait dans une caricature, ça serait très complexe. Donc ça, c'est un registre de personnages qui est quand même très difficile. Et je crois qu'il faut on essaye d'y avancer très prudemment pour être crédible et pour que ça ne soit pas vraiment une caricature et que ça soit dévalorisant. Voilà. Donc ça, alors un rôle, une dynamique d'interprétation, ça se construit, ça s'élabore sur la longueur, donc sur la longueur d'une pièce. Et là, on n'en joue qu'un morceau. Est-ce que ça change quelque chose de jouer un morceau de pièce ou être engagé sur toute la longueur de la pièce qui dure le triple peut-être ou deux fois ce qu'on a joué aujourd'hui? Est-ce que ça change quelque chose ou non, c'est pareil, c'est un bout de répétition?
Bon, ben, Ou les studios. Non, parce que justement, vu qu'on est dans ce travail, on l'a commencé depuis un certain moment, et donc nous, on a quand même les trajectoires, je crois, de chacun de nos personnages et de ce qu'ils vivent. Alors, même si on a choisi de vous montrer que 25 minutes, dans la tête, vous êtes dans la pièce. On sait où va le personnage, quoi. Donc, non, finalement, ça ne change pas. Pour moi, en tout cas, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Moi, je ne suis pas acteur, moi. Même si je joue un rôle. Mais... Non. Après, c'est les jeux des sorties des résidences. Oui, en plus. Voilà, à chaque fois, c'est les jeux. Est-ce qu'on montre tout? Est-ce qu'on montre une partie? Qu'est-ce qu'on montre? Voilà. Là, c'était une résidence de combien de temps? Hier et avant-hier, on a 3 jours. 3 jours. Et 3 hier jours, avant-hier, on s'est consacré à la deuxième partie. Et puis, non, c'est hier soir, hier après-midi, on a retravaillé un peu la première partie parce qu'on les faisait aujourd'hui. Mais sinon, on avait déjà travaillé la deuxième. Et puis, voilà, c'est les jeux de ces sorties-là, des résidences. Comment sont faits les choix de mise en scène? Alors, il y a un metteur en scène. Est-ce que ça se discute? Ou alors, il y a une ligne qui est donnée, puis on dit... Voilà. Oui, il y a une ligne qui est donnée, c'est-à-dire de partir à partir d'un texte qui est quand même extrêmement réaliste, pour justement essayer de le sortir de ce réalisme, déjà, de ne pas avoir d'accessoires ou de décors, très peu d'accessoires, et surtout pas de décors, de façon à avoir une souplesse comment dirais-je, physique pour pouvoir passer d'un espace à un autre, et surtout laisser... au spectateur la possibilité d'imaginer les endroits où il se trouve pour pouvoir justement passer d'un espace à l'autre avec une grande facilité. Donc la mise en scène, elle découle forcément de ce principe-là de base qui est donné par le texte. Parce que si tout d'un coup on devrait mettre des chariots, des caddies, on ne sortirait pas, quoi. Donc, voilà. Alors, Hélène nous demande, c'est la même bien sûr, qu'elle sent un peu de colère dans les exclus de la pièce, et elle demande si c'est de la révolte. C'est ça qui... Ça, c'est marrant, ça. Non. Non. Donc c'est pas ça. Ensuite... Merci. Non, c'est pas de la révolte. C'est de la colère. Ouais, c'est de la colère, je sais pas, tu vois, un peu brute, comme ça, qui n'arrive pas à bien se dire, à bien... c'est pas... Je sais pas, moi je pense à mon personnage, Claude, quand il boit sa bière et qu'il voit sa mère lui gueuler dessus, il va pas se révolter contre sa mère, il gueule parce qu'il gueule, quoi. Il sait pas par où ça passe chez lui, je pense, Claude. Tu vois, ce personnage, il sait pas par où cette colère passe, il la reconnaît pas, il sait pas l'identifier, il sait pas la nommer, mais ça sort. J'en fais pas, pour ma part, hein, je parle pour mon personnage, il faut pas que ça passe par de l'intellect, il faut pas que ça passe par une révolte construite, etc., une pensée, une idée... C'est un mec qui marche, il boit et il s'assoit. Point. Et il mange de temps en temps et 80% de son temps, il le passe dans sa tête à imaginer. Justement, il a peut-être plus d'imaginaire que les autres, finalement. Ouais. Pour ça, je dis que c'est un des rares avec sa mère qui rêve. Oui, je pense pas, parce qu'on a tous l'imaginaire. Après, on en a tous. Voilà, donc c'est la question de se laisser, de donner du temps à ça. En tout cas, lui, ça le sauve. Jean-Marc Coulon, et lui, il a que de l'imaginaire. Ah ben, Jean-Marc Coulon, il en a l'imaginaire, bien sûr. Une ambition, c'est une belle maison, une belle bagnole, je sais pas, du pognon, réussir, quoi. Puis les gens t'alluent. Chromé. Très bon choix. Chromé, c'est encore mieux. Ouais, je descendais d'un cran. Est-ce que... bon, donc ça montre tout ce qu'il y a à dire que sur ces 25 minutes, mais il y en a encore beaucoup d'autres à dire. Je ne sais pas s'il y a encore une question en suspens. Une question de Chloé qui demande, est-ce qu'ils sont tous naïfs dans les personnages de cette pièce? Prenez 2 minutes. Ils ont tous leur naïveté de toute façon. Comme on se fait tout savoir à un moment donné, n'importe quel personnage. Ouais. Certains qui vivent avec au 100%, quoi. Donc on la cache tout le temps, notre naïveté. Sinon, on sait bien que le monde va nous tomber dessus très rapidement. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez les uns les autres, votre personnage dans son interprétation, ça a évolué encore là, c'est pas encore complètement, ça peut bouger, ça peut prendre des intonations, des choses un peu assez différentes. Oui. Il faut que ça bouge tout le temps. Et des personnages plus que d'autres, des personnages plus fixés. Moi, je sais que Dolores, elle va encore bouger pas mal. Et
Agnès peut-être moins. Hein, Henri? Oui, oui. Puis même à chaque représentation, il faut que le personnage il bouge de toute façon. Il faut toujours que ça continue à travailler. Voilà, il y aura des soirs où il sera un peu plus comme ça. Après, ça va être des petites touches. Mais il faut toujours qu'il y en ait. Si on ferme le truc... Oui, ça meurt. Enfin, c'est ce qui fait que un rôle doit être un rôle vivant, un rôle qui évolue, bien sûr. Alors, vu le temps qui nous est imparti, et ce moment est un beau moment, quelle est la destinée de cette bouchée à la reine? Enfin, donc, le calendrier hypothétique, en attendant que ceux qui nous gouvernent, mais en même temps que le virus, précisent un petit peu les calendriers possibles. Le calendrier idéal, donc, c'est rendez-vous au Cerisier les 15, 16, 17 mars à 20h30 pour voir le spectacle dans sa version finale. C'est le 18-19. 18-19, pardon. Vous faites quand vous voulez. 18-19-20 mars, avec les lumières, des techniciens lumière, le son parfaitement réglé, les costumes finis. Et... Voilà, on vous donnera rendez-vous à ce moment-là. Il y a Brice qui veut poser une question. Alors, pourquoi le spectacle... Attends, micro, tu vas voir. Ma question elle est simple, c'est pourquoi le spectacle s'appelle Boucher à la reine? Il ne me semble pas qu'on l'ait dit. Mais ça, justement, il faudra venir. Il faudra venir. Voilà, mystère. Il y a tout un lien avec la pâtisserie, avec peut-être un mari qui était peut-être pâtissier, Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier, et qui est parti. Voilà. Puis c'est la petite finesse, le début du repas, qui peut-être fait envie à certains. La mise en bouche. La mise en bouche, oui, voilà. Voilà. Et puis la reine. Hein, voilà, la reine, c'est l'obsession de... On retrouve la reine. Voilà. L'obsession de Frédéric. Et vous verrez ce qui va lui arriver là. Ouais. En tout cas, je crois qu'on arrive au temps qui nous est imparti ce soir, mais on n'arrêtera pas, on ne va pas se laisser arrêter comme ça. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est un bel avenir à cette bouche à la reine, mais un bel avenir surtout que le théâtre retrouve son espace d'expression, sa vie, ses spectateurs, sa sueur, du front ou des pieds, peu importe, mais pourvu que ça sente quelque chose. Et c'est vrai, là, elle m'est revenue une petite phrase de Villard qui dit le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. À Bordeaux, on peut dire ça. Le théâtre est donc au premier chef un service public, tout comme le gaz et l'électricité. Donc j'espère qu'on va rallumer la lumière bientôt et qu'on sera tous là pour y participer. Merci à vous et à bientôt. Merci.